Et si la troisième guerre mondiale éclatait demain, serais-tu prêt? Où irais-tu? Que ferais-tu? À la fin de cette vidéo, tu feras partie des 0,01% de gens qui auront peut-être une chance de survivre. La guerre totale arrive à grande vitesse. Sommes-nous à l'aube de la troisième guerre mondiale? Un pas d'une troisième guerre mondiale. Nous sommes très proches d'une guerre mondiale. Pendant plusieurs semaines, j'ai contacté et échangé avec des hauts gradés de l'armée française, des historiens et des spécialistes des relations internationales pour confectionner le guide de survie ultime. Dans cette vidéo, je vais te donner mes stratégies secrètes de survie, mes destinations cachées où se protéger des radiations et les réactions en chaîne que tu dois absolument savoir pour avoir une longueur d'avance avant que tout s'effondre. Imaginons, la Russie vient d'envoyer une bombe nucléaire sur une ville d'Ukraine. Au même moment, les États-Unis répondent. Les Israéliens en profitent pour envoyer aussi une bombe nucléaire sur l'Iran. Donc la guerre totale est présente. Alors ici, on ne va pas du tout expliquer pourquoi chaque pays a bombardé l'autre. Le but de cet exercice, c'est d'apprendre à survivre pour que ce soit utile pour vous. Il y a une chose qui est certaine, pour les Français et pour les francophones, assurément, la France, c'est la première puissance militaire en Europe, et donc elle aura forcément un rôle important à jouer, et donc elle sera concernée. Lorsque l'on voit une guerre totale de cette envergure, vous avez forcément deux choix. C'est de vous joindre aux forces et donc de vous joindre à l'armée, ou de partir et de mettre à l'abri votre famille. Mais si vous voulez avoir le choix, il va falloir vraiment vous organiser à l'avance parce que très rapidement, vous n'aurez plus le choix. Donc la première chose, c'est qu'il y a une partie de la population qui ne va plus pouvoir partir du territoire français. Quand un pays déclare la guerre, il a très bien le droit de réquisitionner les hommes, mais c'est pas uniquement, ça peut être les femmes aussi, par exemple, pour qu'elles travaillent et qu'elles contribuent à l'industrie de guerre, donc notamment qu'elles travaillent dans les usines. On a vu que c'était quelque chose qui a été présent pendant la première et la Seconde Guerre mondiale, mais en tout cas, il y a une réquisition des hommes. Généralement, c'est de 18 à 35, mais là, on peut voir notamment, par exemple, avec la guerre entre l'Ukraine et la Russie, que ça va au-delà de l'âge de 35 ans. On peut voir des hommes qui partent à la guerre qui sont beaucoup plus vieux. Et donc, à partir de ce moment-là, vous n'êtes plus en pleine possession de votre propre personne, puisque l'État peut vous interdire tout simplement de quitter le territoire. Et l'État va fermer ses frontières. C'est l'article L2212-1 du Code de la Défense. Cet article, il permet pas uniquement de réquisitionner des personnes, il permet aussi de réquisitionner notamment des biens et des services. Ça veut dire qu'il peut aussi réquisitionner vos biens. Et donc de quels biens il s'agit? Ça peut être très bien votre épargne. L'État peut décider de faire un emprunt pour la guerre. Ça peut être réquisitionner votre voiture. Ça peut être réquisitionner votre or. L'État a la possibilité de réquisitionner ce qu'il veut. Et par exemple, quand vous achetez ou vous vendez de l'or en France, vous avez une obligation de donner votre identité. Parce que l'État veut savoir où est l'or, au cas où, en cas de menace de son territoire national, il devrait le saisir pour pouvoir tout simplement emprunter ou le dépenser pour acheter diverses choses. Autre chose qui pourrait être réquisitionnée, c'est tout simplement votre entreprise, notamment pour ceux qui ont des entreprises de manufacture en France, contribuer à la construction de chars, à la construction de tout ce que l'on peut imaginer en termes d'armes notamment. Autre chose que l'État peut tout à fait réquisitionner, c'est tout ce qui est biens et denrées alimentaires. Donc si vous avez par exemple une entreprise dans l'alimentaire, c'est forcément quelque chose qui peut être saisi. On va voir aussi que l'État va réguler le nombre de retraits que vous pouvez faire chaque jour et va vous empêcher de pouvoir vider vos comptes bancaires. On voit ce type de réaction parce que l'État veut bien sûr préserver son système bancaire et si toute la population va retirer au même moment l'ensemble de ses économies, eh bien ça peut mettre en danger les banques et le système financier d'une manière générale. Donc vous n'aurez pas la possibilité de disposer de vos économies. Même chose en termes de dépenses. L'État peut très bien décider que vous ne pouvez pas dépenser un certain nombre de devises chaque jour. Donc vous allez être restreint vraiment en termes de paiement, que ce soit à travers l'histoire, la première, deuxième guerre mondiale, que ce soit les guerres qui ont lieu actuellement, par exemple si on prend l'Ukraine, si on prend la Russie, tout ça est mis en place. C'est-à-dire que à la fois la réquisition des hommes, des biens, la fermeture des frontières, la non-possibilité de disposer de ces économies. Évidemment, la voie royale, si vous voulez pouvoir circuler dans le monde, c'est évidemment d'avoir un deuxième passeport. Si vous avez un deuxième passeport avec une autre nationalité, vous le présentez à la frontière et bien sûr, on vous laisse sortir. Donc, la parade vraiment pour pouvoir sortir, c'est une deuxième nationalité. Maintenant, peut-être que vous n'avez pas une deuxième nationalité,
Par ailleurs, si vous avez une résidence à l'étranger, vous avez des résidences par exemple qui sont bien plus accessibles que d'avoir un second passeport, eh bien vous avez une raison de quitter le pays et de voyager. On a vu aussi que l'État pouvait restreindre vos dépenses et geler vos comptes et vos actifs. Donc c'est aussi intéressant d'avoir des comptes à l'étranger et notamment d'avoir potentiellement des comptes dans les pays qui ne sont pas des pays de l'Union européenne ou de l'Ouest d'une manière générale. Donc si vous avez des comptes à l'étranger, ça vous permet de limiter votre risque sur vraiment un gel de vos actifs et donc une impossibilité, ne serait-ce que d'acheter un billet d'avion pour vous, pour votre famille, si vous voulez un jour quitter votre pays parce que votre pays est sur le point de faire face à une guerre mondiale, ou tout du moins d'avoir le choix de le faire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut bien avoir en tête. Autre chose, peut-être que c'est intéressant pour vous d'avoir des moyens de paiement autres que des paiements via carte bancaire. Vous pouvez aussi avoir à votre disposition des crypto-monnaies. Alors quand je parle de crypto-monnaies, je ne parle pas de crypto-monnaies où il y a une forte spéculation, comme par exemple le Bitcoin ou l'Ether, où c'est quand même dangereux parce qu'il y a vraiment une fluctuation du prix qui est assez importante. Mais par exemple, vous pourriez avoir un peu de côté en USDT. Si vous avez des USDT, mettons 2-3 000 ou plusieurs dizaines de milliers selon vos moyens de côté sur une clé ou sur un portefeuille donc numérique que vous avez sur votre téléphone, eh bien à aucun moment cela peut être gelé parce que c'est un système qui est décentralisé. Et donc si jamais vos comptes sont gelés, vous aurez toujours la possibilité de payer en USDT et donc en ligne, il y a plein de moyens pour payer avec cette monnaie. Pareil, le moment où vous allez atterrir par exemple dans un autre pays que vous ne connaissez pas un peu en urgence, et bien vous aurez aussi ces USDT. Dans beaucoup de pays, notamment je pense à l'Amérique latine, on peut payer en USDT, donc ça vous permet de diviser votre risque sur les moyens de paiement que vous avez à disposition. Et on voit bien que dans ce type de crise-là, on pense toujours que ça arrive aux autres, mais quand ça arrive et que on a prévu ce genre de situation, eh bien on est beaucoup plus relâché. Une fois que vous avez la possibilité de sortir du pays, où aller? Alors je lisais un tweet la dernière fois et qui disait oui, quoi qu'il arrive, en cas de troisième guerre mondiale, où que vous soyez, vous êtes plus protégé. Alors c'est absolument faux. Il y a des endroits sur la Terre où vous allez être beaucoup plus en sécurité que d'autres en cas de troisième guerre mondiale et notamment en cas de guerre nucléaire. Et donc par exemple, quand on regarde les statistiques des gens qui sont décédés pendant la deuxième guerre mondiale, on voit que le seul pays d'Amérique latine qui était concerné, c'était le Brésil, et avec un très petit nombre de personnes, de militaires décédés. Tout simplement parce que l'Amérique latine, d'une manière générale, c'est pas du tout un continent dont les pays sont impliqués dans des guerres. Donc c'est vraiment des pays qui restent neutres et où il ne se passe pas grand chose, et là où c'est rassurant, c'est que l'ensemble de ces pays n'ont pas l'arme nucléaire. Donc c'est un continent qu'on va du coup prendre en compte pour potentiellement se réfugier. On voit bien que c'est un continent qui est loin de l'Europe, qui est quand même assez éloigné des États-Unis, qui est éloigné de l'Asie parce que notamment en Asie, on a des pays comme le Pakistan qui dispose de bombes nucléaires, on a bien sûr la Chine, on voit que ça chauffe en ce moment entre la Chine et Taïwan et qu'il va peut-être se passer quelque chose d'assez important et que les États-Unis vont devoir réagir. Et donc on voit que mine de rien, il n'y a pas 36 zones où on peut être en sécurité. Depuis 15 ans, le niveau global de paix dans le monde s'est vraiment détérioré. Il y a de plus en plus de guerres partout. Et donc, choisir un pays où aller en cas de troisième guerre mondiale, c'est pas si évident que ça. Mais vous allez voir que on va trouver des espaces dans le monde où on peut vraiment avoir la paix. Quand on regarde le Global Peace Index, c'est l'Islande qui arrive en premier. Après, donc l'Islande, c'est un très beau pays, mais c'est toujours très difficile d'obtenir la citoyenneté. On se rend compte que des pays européens sont classés comme vraiment en paix et donc sont de couleur verte, mais à côté, il y a l'ogre russe et les Américains qui ont un conflit vraiment qui est très proche de l'Europe. Donc, est-ce que vraiment les pays européens sont aussi en paix que ça? Une autre catégorie de pays que l'on regarde, c'est bien sûr les pays neutres. Quand on regarde au sein de l'Union européenne, par exemple, la Suède est un pays neutre, la Suisse est un pays neutre, mais encore une fois, si là vous choisissez un pays qui est au sein de l'Union européenne, qui est à côté de la Russie, et donc qui est à côté d'un conflit extrêmement important en ce moment, et donc si vous êtes en Suède et qu'il y a un bombardement nucléaire,
vous ne serez pas à l'abri en Suède. Même chose avec la Suisse. La Suisse a toujours été un pays neutre, c'est pas un pays qui est membre de l'Union européenne. C'est pas non plus si évident que ça d'obtenir la résidence en Suisse, mais en Suisse, vous ne serez pas protégé. Enfin, d'une manière géographique, la Suisse est un pays ami, et donc si vous allez vous installer en Suisse, la France va faire pression pour qu'on lui remette les personnes, par exemple, qui sont en âge de combattre. Même chose au niveau des capitaux. Si vous comptez mettre vos capitaux sur un compte en Suisse et que la France veut mobiliser les capitaux français pour contribuer à l'effort de guerre, je peux vous dire qu'il y aura des pressions qui seront faites sur la Suisse, comme il y a des pressions qui ont été faites sur la Suisse pour limiter l'évasion fiscale, et la Suisse va devoir se conformer à ces restrictions si elle veut conserver ses bonnes relations avec la France. Donc, et même chose avec la Suède. C'est un pays de l'Union européenne. Si la France a besoin de récupérer une partie de sa population qui allait s'installer en Suède, eh bien, elle n'aura aucun mal parce qu'elle a des très bonnes relations avec la Suède. Lorsque vous avez un conflit mondial, vous ne pourrez pas être à 100% en sécurité si vous restez en Europe. C'est pour ça qu'il faut envisager la possibilité d'avoir une porte de sortie dans un pays hors Union européenne. Qu'il s'agisse d'une troisième guerre mondiale ou d'une autre crise majeure, en fait, ce plan de survie que vous êtes en train de regarder et les différentes étapes que vous êtes en train d'apprendre peuvent vous servir pour n'importe quelle crise. Ça va vous être utile, quoi qu'il arrive, d'avoir des biens à l'étranger, d'avoir une deuxième résidence ou une deuxième citoyenneté. Ça vous donne vraiment une porte de sortie, un véritable plan B pour vous et votre famille. Où sont les endroits sur Terre où il n'y a pas de guerre, où vous êtes vraiment en totale sécurité? Alors, je vais regarder premièrement vers l'Afrique. Ça va peut-être pas être le top de votre liste, mais il y a le Botswana et l'Afrique du Sud. Ce sont deux pays magnifiques où vous êtes quand même assez éloigné de l'ensemble des conflits, où il n'y a pas de guerre. Ce sont des pays où il y a des bons investissements à faire. Et donc, c'est intéressant quand même d'avoir ce type de pays en tête, où potentiellement vous pouvez vous retirer. C'est assez facile d'obtenir la résidence ou la citoyenneté. Donc voilà, c'est deux pays à avoir en tête. Ensuite, il y a le Chili. Le Chili, c'est l'un des pays les plus développés d'Amérique du Sud. C'est pas le pays où c'est le plus intéressant de vivre, mais il y a une très bonne qualité de vie. C'est aussi un très bon passeport lorsque vous réussissez à l'obtenir. Il faut quand même résider un certain nombre d'années pour obtenir le passeport au Chili, mais le Chili, en tout cas, est une option très intéressante qu'il faut avoir à l'esprit. Il y a le Costa Rica aussi. Le Costa Rica, alors lui, il n'a même pas d'armée. C'est un pays qui s'est énormément développé ces dernières années d'un point de vue du tourisme. Il y a beaucoup d'Américains qui sont partis s'y installer. C'est un pays où il fait bon vivre, où le niveau de vie commence réellement à monter. Alors c'est un niveau de vie qui est un peu écolo. Ça peut plaire à certaines personnes et il y a des très beaux investissements aussi à faire. Voilà, le Costa Rica, c'est assez facile d'obtenir la résidence. Et puis c'est un pays qui est aussi un très avantageux d'un point de vue des taxes. Alors il y a aussi un pays intéressant, c'est l'île Maurice. L'île Maurice qui est donc juste à côté de Madagascar, qui est un pays qui est vraiment en train de se développer, qui se rapproche un peu de la Malaisie. C'est un peu la Malaisie qui rencontre l'Afrique. Et donc là, il y a des avantages fiscaux qui sont assez importants. Il y a quand même des infrastructures par rapport à l'Afrique, d'une manière générale, qui sont développées. Vous n'êtes pas loin de l'île de la Réunion, qui est une île donc française. Hein. Vous êtes vraiment, je crois, à 1 heure d'avion. Donc voilà, c'est une île qui est assez bien gérée, où il y a beaucoup de le tourisme est très développé, il y a beaucoup d'hôtels 5 étoiles, de palaces. Vous serez vraiment en sécurité là-bas d'un point de vue géographique. Il y a bien sûr aussi la Suisse. Alors la Suisse, c'est pas le même budget en termes de résidence, c'est beaucoup plus cher, mais ça reste quand même un pays qui est très sûr. C'est un pays montagneux, donc c'est un pays qui n'a jamais été envahi, hein, que ce soit pendant la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Donc ça reste quand même un pays qui est assez sûr. Après, le désavantage de la Suisse, on est quand même proche de l'Europe. Et on voit quand même en Europe ça chauffe. On a vu bien sûr Emmanuel Macron qui disait que il n'hésiterait pas à envoyer potentiellement des troupes en Ukraine. Il y a le Panama aussi, le Panama qui est donc pas loin des États-Unis, mais qui est un pays vraiment qui est neutre, qui commence beaucoup à se développer, alors qu'il y a quand même eu pas mal de liens avec les États-Unis. Mais c'est un pays qui se développe. Il y a pas mal d'entreprises qui s'installent là-bas, à la fois américaines, européennes. Ça reste un pays qui est très avantageux d'un point de vue des taxes. Vous pouvez obtenir une résidence très facilement au Panama. C'est pas une résidence qui coûte très cher. Donc voilà, c'est un pays intéressant. Et on voit de plus en plus les pays d'Amérique latine qui se détachent des États-Unis, qui se détachent de l'Ouest, qui disent
voilà, nous, on va vraiment privilégier notre pays en premier. On va mettre le Panama au centre de nos décisions et plus l'accord des États-Unis ou de l'Europe pour faire du business ou pour prendre des décisions d'une manière générale pour leur pays. Donc voilà, on voit ces pays-là et donc c'est des pays vraiment qui restent neutres et qui ne s'aventurent pas à prendre des positions sur tel ou tel conflit. Alors, il y a le Japon qui est sur la liste aussi. Alors, c'est le Japon, il n'y a pas du tout de guerre. C'est un pays où l'immobilier est très peu cher. Par contre, c'est quand même assez difficile d'obtenir une résidence qui est quasiment impossible d'obtenir la nationalité. Et alors attention, avec la montée de la Chine, le Japon est quand même un rival, il y a quand même un historique de conflit entre ces deux pays. Il y a le Qatar aussi qui est sur la liste, qui est pas jamais impliqué dans aucun conflit. Je recommanderais quand même d'éviter la zone du Moyen-Orient si on veut s'abriter de la Troisième Guerre mondiale, parce que là ça commence quand même à bien s'embraser. L'Uruguay aussi est sur la liste, c'est assez facile d'obtenir une carte de résident. C'est un pays où il fait bon vivre, qui est pas jamais parti à aucun conflit. C'est l'un des avantages de l'Amérique latine, comme je l'ai souligné. Et en plus, c'est un pays où c'est pas très cher de vivre. Donc, vous pouvez vraiment vivre à l'aise si vous voulez partir vous réfugier suite au déclenchement de la Troisième Guerre mondiale. Voilà, maintenant, moi, je vais vous révéler où j'irai moi. Je vais vous dire où j'irai pas. J'irai pas nécessairement forcément au Botswana ou en Afrique du Sud. J'irai pas non plus au Japon. Le Japon, c'est trop décalé par rapport à ma culture. Et puis, c'est très difficile d'obtenir la citoyenneté et une résidence. Donc, peut-être que je me sentirai pas forcément à ma place. Étant entrepreneur, par contre, une des priorités pour moi, ce serait d'avoir une résidence dans un pays où il y a des taxes qui sont très basses, comme un pays du Golfe. Alors, ça peut être Dubaï, ça peut être le Qatar, où vous n'êtes pas obligé de résider d'une manière permanente dans le pays pour pouvoir bénéficier des avantages fiscaux. Après, les pays où j'irai vivre, je réfléchirai sincèrement à l'Amérique latine. Alors, j'ai évoqué le Panama, j'ai évoqué le Chili, j'ai évoqué un certain nombre de pays. Si on revient sur le Chili, par exemple, moi, ce qui me dérange, c'est que c'est un pays qui a un peu tourné à gauche. Donc, je prendrai des précautions par rapport au Chili, même si c'est un pays qui se développe énormément. Le Panama m'attire pas mal parce que ça commence à se développer. Je vais vous parler de mes petites pépites. Un pays que j'ai pas encore évoqué, mais un pays dans lequel je crois énormément, c'est l'Argentine. En Argentine, vous pouvez obtenir la nationalité et la résidence d'une manière assez rapide. En 2 ans, vous pouvez obtenir la citoyenneté. Donc ça, c'est vraiment un pays que je regarderai de près. C'est un pays qui n'est jamais impliqué dans des conflits. C'est un pays vraiment qui est assez éloigné de l'ensemble des conflits sur la Terre. C'est quand même très loin des États-Unis. C'est quand même très très loin de l'Europe et hyper éloigné du Moyen-Orient et de la Chine. Donc vraiment, c'est des pays qui sont un peu isolés du monde. Et c'est pour ça que j'irai vraiment en Argentine. L'Argentine, ça a aussi des prix de l'immobilier qui sont bas, alors qu'il y a quand même des infrastructures qui sont très intéressantes. Il ne faut pas oublier que l'Argentine, ça a été l'un des pays les plus riches du monde, même si après ils ont eu beaucoup de problèmes avec l'inflation, ils ont très mal géré leur économie et leur monnaie. Mais là, je pense que l'Argentine est vraiment en train de nous faire un comeback qui est très intéressant. Donc, pourquoi pas obtenir une résidence en Argentine et pourquoi pas même aller fuir la Troisième Guerre mondiale en Argentine et faire sa vie là-bas, développer son entreprise, sachant que l'Amérique du Sud se développe aussi énormément. Il y a des pays comme le Paraguay aussi qui se développe, un autre pays d'ailleurs qui peut être intéressant pour fuir la Troisième Guerre mondiale. Le désavantage du Paraguay peut-être c'est qu'il n'y a pas la mer, donc ça enlève un peu de son charme, mais il y a plein de choses à faire au Paraguay, il y a plein de choses qui se développent. C'est un pays aussi où l'immobilier est très bas et c'est un pays où il est très facile d'obtenir une résidence, où c'est pas cher du tout d'ailleurs d'obtenir une résidence et que vous pouvez conserver sans forcément rester beaucoup de temps au Paraguay. Et cette résidence débouche aussi assez facilement sur une citoyenneté au Paraguay. Et puis aussi, un pays qui peut être vraiment tentant, c'est l'île Maurice. L'île Maurice, mine de rien, c'est un pays qui est assez sûr pour un pays africain. Vous êtes vraiment assez bien placé, vous êtes éloigné du monde. Donc c'est vraiment un pays à regarder, en tout cas que moi je regardais. C'est assez facile d'obtenir une résidence, d'acheter un bien immobilier et donc de placer une partie de son patrimoine à l'île Maurice. C'est quelque chose qu'il faut avoir en tête, et notamment si vous êtes européen ou d'Afrique du Nord, francophone, voilà, de cette zone-là, c'est un bon compromis pour vous. Et puis, si vous prenez la résidence de l'île Maurice et puis pourquoi pas la citoyenneté, même chose avec l'Uruguay, le Panama, le Costa Rica, l'Argentine. Qui déteste les Argentins? Qui déteste les Costaricains? Qui déteste les Mauriciens? Personne en fait, parce que c'est des pays qui sont neutres, qui ne font pas parler d'eux. Donc si vous tenez la nationalité de ces pays-là, qu'après vous l'utilisez pour voyager dans le monde, vous n'aurez jamais aucun problème. Ce qui n'est pas toujours le cas, par exemple, des Américains, des Français, des Anglais. Vous voyez, ces pays qui prennent position souvent, qui sont impliqués dans des conflits, peuvent avoir des problèmes après lorsqu'ils travaillent du fait de la réputation auquel ils font face de par les prises de position de leur gouvernement.
gouvernement. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez bien sûr nous contacter et nous serons ravis de vous aider à obtenir une nouvelle résidence ou un deuxième passeport pour que vous puissiez voyager partout dans le monde, éviter la Troisième Guerre mondiale et aller où vous êtes traité le mieux et où vous êtes le plus en paix et en sécurité.